ça. Bertrand, tu commences? Je veux bien commencer parce que je voudrais déjà remercier Paul Constant qui m'a fait cet honneur. Les gens me connaissent ici, mais je ne suis jamais monté sur la scène. Et je pense qu'elle a fait montre du thème de l'inversion chez Marcel Proust, puisqu'habituellement je suis là et que on s'est inversé et je suis ici. Donc je suis un peu comme Marguerite Duras quand elle dit que la terre renverse son dedans et son dehors. Voilà. Donc je voulais la remercier et lui donner toute l'affection que j'ai pour elle. Mais bon, vous lui direz, je lui dirai personnellement. Elle m'a fait connaître depuis toutes ces festivités des gens fantastiques. Ça m'a permis de me ressourcer de ma vie quotidienne qui était tout à fait banale. Et je suis très heureux d'être ici. Donc le thème cette année, c'est l'écriture, c'est la vie. Pour Marcel Proust, évidemment, c'est extraordinaire, puisque Marcel Proust, ce que Proust appelle littérature, est pour lui la vraie vie. Donc on est complètement dans le thème. Je voulais commencer par vous lire un petit poème. Et d'ailleurs, j'aurais bien aimé, mais on aurait pu le chanter, mais c'était pour... je vais d'abord vous parler de l'instant proustien, puisque l'intitulé, je trouve que c'est toujours intéressant d'essayer d'analyser le titre. Donc c'est l'instant Proust. Un instant Proust, c'est générique, mais un instant proustien, c'est quelque chose. Pour pouvoir suivre un instant proustien, il faut déjà avoir lu Marcel Proust, et puis après, on picorera de façon à ceci et à cela. Donc, instant, c'est un rapport avec le temps, et bien évidemment, la première phrase dans cette Proust, ça devient une espèce de chant connu par tout le monde. Longtemps, je me suis couché de bonheur, était très importante pour moi. Je voulais vous expliquer pourquoi. Parce que quand j'avais 15 ans, j'essayais de lire les grands textes français. Donc, je lisais Oscar Hamon, je ne comprenais pas tout. Je lisais, Balzac, ça je comprenais. Et on m'avait dit, il faut que tu lises Marcel Proust. Et alors, c'était terrible. C'est-à-dire que j'ai mis 4 ou 5 fois à reprendre ma lecture, puisque je trouvais que c'était très dur à lire, que le baiser de maman m'ennuyait, et que je n'y arrivais pas. Et Eureka, à la 6e fois, je relis et je tombe sur longtemps, je me suis couché de bonheur. Et ça m'a fait un effet extraordinaire. C'est que d'un coup, j'ai eu une espèce d'épiphanie, de compréhension du texte, comme si tout cela était la structure du livre. C'est-à-dire qu'il y avait longtemps, un long temps, et il y avait aussi couché de bonheur. Donc il y avait déjà des phases de temps tout à fait différentes. Et ça m'a permis de commencer à lire la recherche, mais alors d'une façon qui m'a vraiment bouleversé. Voilà. Alors, puisque c'est un instant proustien, je vais me permettre de vous lire un poème de Verlaine, qui est très court, hein, et peut-être que vous reconnaîtrez, ça s'appelle L'heure exquise. Je vois pourquoi. Ouais. Donc voilà, en fait, c'est une mélodie qui a été mise par Emaldoane dans ses chansons grises. C'est-à-dire ce sont des textes de Verlaine, il a picoré des textes et il en a fait ses mélodies. Et si moi je suis sous l'égide de mon parrain Olivier Bellamy. Oui, mais écoute, on est dans le midi. Hein. Et donc les chansons grises, il les a jouées et chantées chez Madame Le Maire, je crois, chez le salon de Le Maire. Voilà. Donc un instant proustien, la lune blanche luit dans les bois, de chaque branche part une voix sous la ramée. Ô bien-aimé, l'étrange reflet, profond miroir, la silhouette du sol noir où le vent pleure, rêvons, c'est l'heure, un vaste étang d'apaisement, sensible, descendre du firmament, que l'astre divise, c'est l'heure exquise. Alors je vous le conseille, si vous ne connaissez pas la mélodie, absolument magnifique, notamment chantée par Jane Baker, mais il y a des tas de gens qui l'ont chanté depuis. Donc je vais vous parler un petit peu des 75 feuillets.
pour lesquels j'ai eu une grande difficulté de lecture. Je relisais un texte d'interview de Jean-Yves Tallier, disant que, bon évidemment c'est de l'archéologie littéraire, et c'est passionnant de savoir qu'un auteur comme ça, c'est à l'origine même de tout ce qu'il avait écrit et qu'il allait démultiplier d'une façon incroyable. Donc on a déjà les thèmes, on a les jeunes filles, on a Venise, on a maman, on a la grand-mère, etc. Mais les textes, tels qu'ils ont été trouvés, sont difficiles pour moi d'accès. Et Proust, qui n'est pas les symbolistes, les poètes symbolistes, là je trouve que je crois qu'il y a dans les jeunes filles, à un moment donné j'ai lu ça d'une façon abstraite, j'avais l'impression de lire du Mallarmé. C'est-à-dire que Mallarmé, j'ai du mal à le comprendre, et là je ne comprenais rien. En même temps c'est absolument passionnant, évidemment, puisque on est au sein même d'une création qui va être absolument éblouissante. Ce que je voulais dire encore, c'est que Jean-Yves Tallier dit que c'est très facile et que pour les gens qui n'ont pas lu Proust, commencer par les 75 feuillets, c'est facile. Moi, ça a été enfin, ça n'a pas été le contraire, mais je trouve que c'est difficile. Je donnerais plutôt un texte de Proust à lire dans sa réflexion, plutôt que ça qui demande des efforts. D'autant qu'il y a un apparat critique qui est quand même extrêmement bien fait, mais extrêmement érudit, et qui s'adresse à des gens tout à fait précis dans la recherche proustienne. Pour l'instant, je te passe la parole. Oui, non, mais je pense qu'il ne faut surtout pas commencer la lecture de Proust par les 75 feuillets, parce que ces 75 feuillets, c'est comme une photo d'enfant miraculeusement retrouvée dans un coffret qui est resté à l'abri des regards d'une personnalité que l'on connaît, que l'on aime, comme un père, comme un frère, parce que les lecteurs de Proust, il y a peu d'écrivains comme cela, quand on le lit, on a l'impression que c'est ce qu'on aurait toujours voulu écrire sur l'existence et sur ce que Goethe appelait les grandes lois immuables. Il a trouvé ça, mais ça a mis un certain temps. Et ce mont gerbier des joncs du chef-d'œuvre, enfin, cette source, cette genèse, elle est absolument bouleversante, mais elle est un peu aride, parce que c'est juste un petit filet d'eau qui coule. Ce n'est pas encore le grand fleuve fier et noble et imposant. Donc, c'est quelque chose de très émouvant, mais pour celui qui a déjà lu Proust. Donc ça ne peut pas constituer une porte d'entrée. Mais c'est très émouvant parce qu'on voit l'œuvre qui est en train de naître. D'ailleurs, il y a par exemple, c'est ça qui est passionnant pour comprendre, ça nous évite de dire des bêtises à nous-mêmes, de comprendre comment l'œuvre se construit. À partir de quand des souvenirs épars, des récits d'enfance deviennent formes, deviennent œuvres d'art. À partir du moment où le passé traverse le miroir. Enfin, puisque tu parlais de Mallarmé, on peut dire que les moments où les vertiges se fixent, hein, c'est vraiment ça la littérature, ces moments où ça se fixe et ça devient universel. Jean-Yves Tallier dit un enfant pleure à Combray et c'est la naissance d'un chef-d'œuvre. C'est exactement ça. Un enfant qui pleure, ça peut être émouvant, mais ça n'a rien de spécial ni d'original, malheureusement, en soi. Et quand, dans les pleurs d'un enfant, c'est toute la difficulté de vivre de l'humanité qui s'exprime, tout d'un coup, ça devient important. Et dans ces textes, ces feuillets qui ont été retrouvés miraculeusement, puisqu'ils étaient conservés par Bernard de Fallois, document qui avait été confié par la nièce de Proust
à cet éditeur qui a d'ailleurs écrit 2 petits livres. Alors ça, s'il y a une introduction à Proust qui est merveilleuse, c'est les 2 petits livres que l'introduction à la recherche et cette conférence sur Marcel Proust qui se trouve en livre de poche pour un prix dérisoire de Bernard de Fallois, qui sont lumineux. Mais évidemment, il faut commencer par lire Proust, mais ce n'est pas toujours facile. Il y a un âge, c'est comme pour arrêter de fumer. On a beau essayer, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Il faut attendre le moment. Et bien pour lire Proust, c'est un petit peu pareil. Il faut un petit peu se détacher et entrer dans cet art total. Hein. C'est comme pour aussi Wagner. On n'aime pas forcément Wagner. Quelquefois, on est rebuté par ces cris de Valkyrie, etc. Puis à un moment donné, on découvre le filtre d'amour, cette chose incandescente, hein, comme disait Baudelaire. Donc, il y a un moment, un instant, pour lire Proust, un instant, cet instant, c'est là où c'est très musical, c'est que cet instant devient une éternité, exactement comme le moment où l'on est avec un grand morceau de musique. C'est dans l'instant, parce qu'après c'est fini, hein, dès que cet instant est passé, c'est fini, et pourtant cet instant est un instant d'éternité et il nous appartient à jamais. Dans ces feuillets, donc, qui étaient conservés jalousement par Bernard de Fallois, qui avait fait paraître donc contre Sainte-Beuve, des articles qu'il avait fait paraître, qui très intéressant, et Jean Santeuil, qui était un roman mais où Proust n'avait pas encore trouvé son génie, c'est Proust sans le génie, mais il y a 6 textes absolument, encore une fois, c'est la Genèse, c'est l'esquisse. Hein. Je pense que Proust ne sait pas encore, il n'a pas encore trouvé la fin de son œuvre. Il ne sait pas encore que son œuvre va se terminer par cette matinée chez la princesse de Guermantes qui donnera la signification à toute l'œuvre, hein, comme on entre là dans la nef, mais on n'est pas arrivé au cœur qui va vraiment nous donner la signification de toute l'architecture de la cathédrale et donc toute l'architecture de l'œuvre. Et cette matinée chez Guermantes, qui se termine d'ailleurs, le temps retrouvé se termine par le mot temps, un long temps, je me suis levé de bonheur, et le dernier mot c'est temps, eh bien c'est le thème du livre, c'est-à-dire que cet enfant qui pleure, eh bien, devient le narrateur, raconte, et à la fin, eh bien, il devient l'auteur. Et on découvre que ce narrateur, eh bien, c'est l'auteur, que le livre que nous étions en train de lire était le livre qui était en train de s'écrire. Donc il y a quelque chose de très organique. Et si ces 75 feuillets sont si émouvants, c'est qu'on voit que c'est l'instant zéro. On est vraiment au moment où le spermatozoïde n'a pas encore atteint l'ovule. Il est en train de tourner autour. Par exemple, il y a l'un des textes qui s'intitule « Du côté de Villebon et du côté de mes églises ». C'est absolument fascinant. Moi, j'ai vécu en Eure-et-Loire, dans le petit village de La Loupe. Et La Loupe, d'ailleurs, c'est très intéressant. C'est d'ailleurs comme nom de grandir dans un village qui s'appelle La Loupe, puisque l'œuvre, je ne connaissais pas encore Proust, mais l'œuvre de Proust, c'est vraiment d'observer au microscope des faits, et beaucoup de gens n'ont pas compris, mais ça ne m'intéresse pas, ces faits détaillés au microscope. Oui, mais ce microscope était un télescope. C'est à travers tous ces multiples faits minuscules, ces petites cellules qui tournent et qui ont l'air désordonnées, c'est le cosmos, c'est le monde, c'est les rapports humains qui se jouent à travers tout cela. Donc, dans cette Eure-et-Loire, disais-je, il y a, je me souviens très bien, de panneaux marqués Villebon, Bonneval. D'ailleurs,
sont des noms typiques de cette région de la France, avec un air comme ça un peu bonasse, qui sentent la campagne tranquille et prosaïque. Et donc, dans ce texte-là, il y a encore le nom, Villebon, hein, ville où il fait bon vivre. On n'est pas encore dans le Guermantes. Guermantes, c'est la littérature, c'est une trouvaille déjà géniale d'écrivain. Hein. Guermantes, ça mythifie Villebon. Villebon, voilà, on passe à Villebon. Mais Guermantes, on y rêve, on y vit toute une existence, et l'on s'y perd dans Guermantes. Et donc il y a du côté de Villebon, ce n'est pas encore du côté de Guermantes, et du côté de Mes Églises. Mes Églises n'existent pas. C'est le premier glissement de la réalité à la fiction de Marcel Proust. Il y a un village qui s'appelle Méréglise, en Eure-et-Loire. Eh bien, en plus, pas besoin d'être psychanalyste pour dire que Méréglise, mère, église, le véritable village, va devenir Mes Églises. C'est absolument vertigineux, enfin, c'est extrêmement troublant. Une seule lettre change et le monde change. Et la littérature naît à ce moment-là. Ce Mère Église devient Mes Églises. Et donc entre Villebon et Mes Églises, il y a ce passage de la réalité aux fictions. Comme dit Jean-Yves Tadier, 7 enfants qui pleurent au chef-d'œuvre. C'est vraiment ce passage-là. Et c'est ça l'œuvre. Alors évidemment, on peut toujours s'amuser, et les Proustiens sont nombreux à dire qui se cache derrière Madame de Villeparisis. Alors on sait que la grand-mère, c'est la mère. C'est aussi ça, le chef-d'œuvre. C'est que ce personnage de la grand-mère, et quand Philippe Lançon écrit Le Lambeau et qu'il revient de l'enfer de l'attentat de Charlie Hebdo, qu'est-ce qu'il lit en premier? La mort de la grand-mère. Donc, les instants, la littérature, c'est la vie, oui, mais c'est quelquefois, c'est en lisant le récit de la mort que l'on peut trouver le sens de la vie.